Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un nouveau concept. C'est un concept que j'avais depuis quelques temps en tête et je vais pouvoir le faire que dans le cas de certaines maisons d'édition parce qu'il me faut lire plusieurs livres de cette maison d'édition pour pouvoir faire une petite sélection. J'ai envie de partir sur un concept simple. Je prends une maison d'édition et je sélectionne entre 3 et 5 livres à vous présenter. Donc une maison d'édition, 4 romans dans ce cas présent. Ce week-end je serai à Maubeuge pour les Fantastiques, le week-end prochain c'est les Médiévales de Rouen et le week-end d'après, les 4 jours d'après de la semaine c'est donc les Imaginales, je vous mets toutes les petites dates. J'avais envie de faire ça pour mettre en avant la maison d'édition, en parler un petit peu parce que pour pas mal d'acheteurs, c'est moins le cas pour vous qui regardez les booktubes parce que vous êtes assez renseignés, je pense, sur les maisons d'édition et tout ça. Ça permet de mettre en avant le travail éditorial de ces maisons d'édition et d'en parler. Voilà, ici on va parler d'une grosse maison d'édition, mais le but aussi plus tard c'est de parler de maisons d'édition un petit peu plus petites. Alors ça va peut-être pas se borner forcément qu'à l'imaginaire, aujourd'hui on va présenter l'imaginaire. C'est une maison d'édition qui a de l'importance pour moi parce que j'ai lu les premiers titres de leur catalogue. Je me souviens encore de leur premier salon de Montreuil où ils avaient très peu de livres, où ça venait un peu de commencer, comme De Saxu peut l'avoir fait aujourd'hui, qui a bouleversé l'univers de la young adulte en France, et c'était en 2014, c'était il y a fort longtemps. À l'époque, j'avais tout juste 20 ans, fraîche et fringante, comme on peut dire, et c'était la nouvelle bombe à retardement. C'est une maison d'édition qui a changé pas mal le secteur éditorial, parce qu'elle s'est créée d'un coup et elle a explosé. C'est une maison d'édition qui avait été créée déjà par des gens du monde du livre. Il me semble, alors ça c'est dans mes souvenirs, donc j'en suis pas très sûre, mais que c'était une ancienne traductrice qui s'était lancée dans ce projet-ci. Alors maintenant, cette maison d'édition appartient à un grand groupe qui est le même groupe qui a la maison d'édition Kiun, qui est donc le groupe AC Média. On est sur la maison d'imaginaire des années 2010. Aujourd'hui, je vous présente donc Lumen. Alors, Lumen, j'en ai lu, et comme je vous dis, j'ai lu Dwelled, on n'a pas envie de parler anglais aujourd'hui, de leur première série. Il y a eu The Book of Ivy, il y a eu Witch Song, qui étaient vraiment les titres un petit peu qui ont paru très rapidement au catalogue. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la traduction, qui traduit essentiellement de l'anglais et du japonais. À l'époque, alors je ne sais pas s'ils le font encore, ils faisaient aussi des light novels, c'est-à-dire qu'ils traduisaient des romans tirés de certains mangas. Aujourd'hui, Lumen est surtout connu pour son catalogue young adulte avec des gros auteurs à la clé. Pour moi, il y a eu 2 bouleversements majeurs. Il y a eu l'arrivée au catalogue Shannon Messenger, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui a écrit Les Gardiens des Cités Perdues. C'est une série extrêmement populaire pour la jeunesse qui est tome 8.5, je crois qu'il y a 10 tomes, dont Disney a annoncé qu'ils avaient acheté les droits pour une adaptation en 2021. Et l'autre arrivée au catalogue, c'est la première autrice que je vais vous présenter, c'est V.E. Schwab qui a écrit de la jeunesse, voilà, assez jeune, qui a écrit notamment de la fantasy pour adolescents. Alors, je n'ai lu que 2 séries d'elle, j'ai lu Shade of Magic et j'ai lu Vicious, et aujourd'hui je vous présente Shade of Magic parce que c'est celle avec qui j'ai commencé et c'est une série que j'ai adorée quand j'étais plus jeune. Shade of Magic, c'est une histoire de multimonde, voilà, c'est quasiment multivers. Il y a 4 mondes. Je vais devoir un peu me baser sur la 4ème, ça fait moultes années que je l'ai lu, mais on a le Londres gris, qui est notre Londres à nous, c'est-à-dire le Londres le moins drôle, il n'y a pas de magie, voilà. On a le Londres de Kell, qui est le Londres rouge, où on respire, voilà, il y a de la magie, c'est merveilleux tout ça. Il y a le 3ème qui est blanc, c'est là où les sortilèges sont rares, et où ça c'est un peu craignos, a priori tu risques de te faire trancher la gorge assez rapidement. Et on a le Londres noir où la magie a dévoré un petit peu tout, donc c'est un peu un monde où tout est mort. Donc ça a forcé les 3 autres Londres à couper tout lien, parce que sinon ça a risqué de propager le mal du transport d'objets, parce qu'il y a des sorciers dans ce monde comme Kell qui peuvent
bouger de monde et qu'elle, il va pas écouter ce qu'il faut faire, il va transporter des objets d'un monde à un autre, notamment un. Il va le faire un peu pour défier sa famille d'adoption, c'est-à-dire que lequel il est très puissant, c'est un sorcier qui a des dons particuliers, c'est pour ça qu'il a été adopté par la famille royale et il a une relation très proche avec son demi-frère. C'est un peu pour le... Voilà, ça s'explique dans le récit pourquoi il doit transporter ses objets. Sauf qu'il va croiser la route dans notre Londres à nous de Lila. Lila, c'est une jeune femme qui est pas très bien dans sa vie, hein. Dans mon souvenir, elle chaparde pas mal pour se nourrir, elle a une vie, elle est un peu triste, elle se sent pas à sa place, et elle va lui voler une petite pierre grise qu'il a transportée, et de là, tout va être bouleversé. Lila va se révéler en fait être une douée de magie aussi, et donc on va découvrir peu à peu leurs histoires, leur histoire d'amour, les personnages et les complots politiques. Shade of Magic, c'est un univers de magie young adulte qui est super parce que déjà je trouve que pour l'époque et pour de la young adulte ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de lire. Là c'est un personnage qui a un peu un caractère de cochon, c'est un peu une badass, la nana elle me fait penser un peu à Vin dans les Fils de Brume. La nana elle est pas là pour filer le coton quoi, elle est là pour vraiment survivre, elle s'est embarquée dans des histoires compliquées, elle veut savoir ce qui se passe, elle découvre ce monde dans lequel en fait elle se sent mieux et va essayer de savoir son passé et tout ça, et c'est surtout une jeune fille très intelligente, douée, sympathique. C'est un personnage qui est... En fait c'est pas un personnage parfait, c'est ce qui en fait la force aussi, dans un monde très original, hein, parce que le coup des différents mondes, le coup de la découverte de Londres un petit peu différent, avec une société à chaque fois présente, avec des enjeux, il y a beaucoup d'actions. Le duo de personnages fonctionne très très bien, alors on se doute bien que voilà, ça va aller comme vers là-dessus, mais je trouvais ça mieux écrit que d'habitude, je trouvais ça plus original que d'habitude, je trouvais que le système magique, dans le tome 2, on a quasiment un équivalent des Jeux Olympiques, c'était assez chouette. Je me souviens que le prince, alors qu'il s'appelle Kel, je crois, comment il s'appelait, oui, Kel, était... il était drôle, on rigolait bien, voilà, il y a des personnages qui étaient très forts, les méchants... le combat et tout, final, ça c'était super. Il y avait un enjeu aussi avec l'utilisation de la magie et ces différents Londres où il y a un peu un compte à rebours avant que tout explose. Il y avait des partis pris dans la narration qui étaient vraiment chouettes, et pour de la young adulte, je trouvais que c'était un peu plus abouti que ce que j'avais lu. Pareil pour Vicious, où là on suit en fait les méchants de l'histoire, voilà, un peu à la Six of Crows, et voilà, ça en fait le charme, avec une jolie petite édition à l'intérieur. Mais V. Schwab, j'ai pas forcément besoin de vous en parler parce qu'elle a écrit des séries qui sont très populaires. Elle a écrit d'autres textes depuis, mais Shade of Magic, c'est par là que j'ai commencé à la découvrir, et pour moi j'avais été emportée par le système de magie, j'avais été emportée par les personnages qui étaient tous agréables et nuancés. Pour de la young adulte, c'était pas forcément ce qu'on trouvait le plus à l'époque, et où la romance c'était pas en point de vue majeur, hein. C'était vraiment l'aventure, la découverte, plein de mystères, plein de rebondissements, et ça se dévore très rapidement. Dans un autre univers totalement différent, je vous présente de la fantasy un petit peu hindoue. Du moins moi je l'ai imaginé comme ça, donc c'est oriental hindou, mais je dirais plutôt hindou quand même, parce que les personnages les dieux ont la peau bleue, et il me semble que c'est dans la religion hindouiste que les dieux ont la peau bleue. C'est le faiseur de rêves de Laini Taylor. Alors je vais surtout vous recommander le tome 1 parce que le tome 2 avait été vraiment une déception pour moi, mais cette fin m'a énormément marqué quand je l'ai lu. J'avais qu'une envie, c'est de bousculer toute la librairie pour avoir la suite, parce que c'est une fin tragique et qui se coupe en cliffhanger. C'est rare d'avoir des fins comme ceci. On est dans un monde où il y a une cité très opulente quelques années auparavant, où il y avait beaucoup de commerce, voilà, un peu une cité magique qui disparaît du jour au lendemain, du moins plus personne n'a de contact du jour au lendemain, et on sait pas trop pourquoi. On va être 250 ans après ces événements. On va suivre Laszlo, je crois qu'il s'appelle comme ça, Laszlo, c'est ça, qui est un enfant abandonné au pied d'une sorte de monastère ou de bibliothèque, et il va être
adopté par la plus grande bibliothèque en place. Il va travailler là-bas une partie de sa vie jusqu'au jour où, en raison, il me semble, d'un noble du futur roi, quoi, qui cherche, c'est pas la prière philosophale, mais un équivalent, va être emmené dans une sorte de quête pour se rendre dans cette cité. Voilà, parce qu'il y avait eu beaucoup de richesses, beaucoup de magie et tout ça. Et sur place, il va se rendre compte qu'il existe encore une cité où se trouve le tueur de Dieu. Et on va apprendre progressivement que cette cité en fait était régie par des dieux quasiment, qui furent totalement massacrés. C'est plus complexe que ça, parce que le cher Laszlo, la nuit, quand il s'endort, il voit une jeune femme magnifique à la peau bleue qui vient lui susurrer aux oreilles des petits mots doux et dont il tombe éperdument amoureux. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Et si oui, où elle se trouve? Pour moi, ce récit est ce qu'on devrait faire lire en sensualité aux jeunes. C'est-à-dire que je me souviens de scènes extrêmement sensuelles entre les deux personnages qui découvrent un peu leur corps, mais sans être problématique, sans être du olé. En apprenant ce que c'est vraiment la sensualité, la sexualité dans le texte, ça m'avait beaucoup plu parce que c'était très beau la façon dont c'était fait. Laszlo est un personnage masculin qui casse les clichés, hein. C'est un bibliothécaire loin d'être machiste qui va se retrouver embrigadé dans une histoire qui le dépasse clairement, c'est-à-dire qu'il va devoir se confronter à sauver la femme qu'il aime alors que tout le monde veut la peau malheureusement de ces dieux, parce que vous allez vous douter qu'il y en a certains qui ont survécu. C'est une histoire tragique, deux points de vue, c'est-à-dire qu'on comprend le point de vue du tueur de Dieu. Voilà, on va apprendre tout son passé, comment régissaient les dieux, la violence de ce monde-ci. Faut imaginer un peu un monde qui est au-dessus et puis le peuple des hommes en dessous. Et puis ces enfants qui ont vu leurs parents massacrés, et c'est très violent hein, pour la façon dont c'est fait, mais c'était magnifique. Je vous dis, la scène finale, elle était hyper esthétique, la romance est hyper bien réussie, c'est très original sur ce que ça raconte. Il y a aussi pas mal de magie, c'est-à-dire que la jeune femme, si je me souviens bien, son don, c'est les cauchemars, ou du moins c'est des papillons de nuit, et elle peut contrôler le rêve des gens. Voilà, c'est assez cruel comme récit aussi parfois, mais j'avais adoré, j'avais été transportée. Alors le tome 2 pour moi était parti dans des choses, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur, mais c'est dommage parce que le tome 1 était vraiment une réussite, et une partie du tome 2, ça s'est un peu perdu. Voilà, sur la narration, sur ce que ça racontait, c'était un peu what the fuck, on savait pas trop où ça allait. Les légendes qui sont tirées, la relation à la religion, les personnages et la tristesse du récit, hein. C'est un récit qui est super triste et super beau à la fois, c'est ce qui m'avait convaincu, et je vous le conseille pour ça, rien que pour le tome 1, voilà. Puis la fin qui m'avait extrêmement marqué à l'époque. Je vais vous parler de celui-ci, parce que celui-ci en fait, je l'ai commencé parce que le pitch me rappelait un peu Mulan, et j'avais trouvé ça assez sympa et assez original sur la question, et assez engagé sur cette question-là. C'est La couleur du mensonge, donc de Erin Beatty. C'est une trilogie aussi, hein, la plupart du temps c'est des trilogies, sauf Le Faiseur de rêves où c'était une duologie. On est à Demora, qui est un pays où les entremetteuses elles régissent un peu les unions, et c'est au Concordium que se nouent tous les 5 ans les mariages les plus prestigieux. On va suivre Sage Fowler, qui est une modeste orpheline qui a été recueillie par son oncle riche et respecté. Sauf que, dommage pour elle, telle Mulan, elle échoue face à l'entremetteuse qui lui dit « Bah non, en fait, t'es pas assez bien, ma grande. » Notamment à cause de son comportement. C'est une femme hyper indépendante, elle s'est chassée, je crois qu'elle est fauconnière dans mes souvenirs. Bref, elle sait un peu se battre, donc elle correspond pas trop au cliché qu'on demande d'une femme à Demora. Et la marieuse, elle voit un peu l'intérêt de la gamine, elle se dit « Celle-là, il y a un truc derrière, donc je vais la prendre pour apprentie. » Donc elle va devenir apprentie entremetteuse, ce qui était très original comme concept, et tout l'intérêt du texte, c'est qu'elle va être envoyée par l'entremetteuse en question pour espionner le Concordium, mener les jeunes filles qui sont envoyées au Concordium pour procéder au meilleur mariage, parce que c'est un enjeu politique énorme. Un peu un double jeu, vous découvrirez ça. La 4ème spoil pas mal l'intérêt du récit, mais bon, ça reste de la young adulte avec une romance avec un beau gosse, qui s'avère plus complexe
on le pense. Mais ça m'avait beaucoup plu de par son fait, on va dire, d'entremetteuse, d'espionne, de combattante. Dans les autres tomes, elle est blessée à plusieurs reprises, elle devient un peu un chef de guerre et ça c'était vraiment chouette. Et sa relation avec le mec, dans mes souvenirs, alors ça fait fort longtemps, alors peut-être que d'un point de vue plus adulte, je redirais des choses là-dessus, mais ils avaient une relation qui était plutôt saine et ça c'était vraiment chouette. Alors c'est très tourné autour de l'amour parce que c'est autour du mariage et de la politique et tout ça, mais on a les enjeux avec les voisins, il y a des morts, c'est assez sanglant plusieurs fois et c'est ce que j'aimais dans ces récits là, c'est que ça assumait quand même le côté fantasy où on parlait aussi de la place des femmes dans et les mariages forcés, voilà, ça parle aussi un peu de ça, malheureusement, ça parle aussi de la condition sociale et elle va prendre aussi le passé du jeune homme dont elle est amoureuse et c'est plus compliqué, elle va prendre son propre passé, elle va devenir indépendante, forte, elle va se construire en tant que femme et c'est assez intéressant, elle va aussi accompagner les femmes dans ce même cheminement, même si c'était très young adulte avec plein de beaux parties et il y a plein de mecs qui la draguent, machin. Bon, ça reste un peu dans toute la vibe, on va dire, la sélection, on reste dans ce délire-là, mais celui-ci tirait un peu son épingle du jeu là-dessus, et notamment, la fin était très surprenante. Je dis, il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des personnages qui ne s'adaptent pas forcément à ce qu'ils aient ce comportement-là, et La couleur du mensonge avait été une bonne trilogie, j'avais passé un très bon moment de lecture. Et enfin, c'est sans doute mon préféré parce que j'ai un amour pour cette série. Quand j'étais à la fac de lettres, je crois, celui-ci, j'avais adoré. J'ai même un de mes... c'est cet exemplaire-là où j'ai fait la queue à Paris pour avoir ma petite dédicace. Et c'était ma fameuse dédicace avec les youtubeuses si impolies qui ont doublé une personne handicapée. Voilà, mais c'est Marie Rutowski, The Curse, donc c'est une trilogie aussi. Là, on est... en fait, je vois que Lumen, c'est un peu le même genre de texte, que c'était des nanas qui se retrouvaient dans des conditions sociales qui les ont poussées à être un peu enfermées sur elles-mêmes et qui vont se découvrir des femmes badass et indépendantes, mais au moins les messages étaient chouettes. Mais dans celui-ci, on est sur un truc un peu plus militaire, un peu plus complot, c'est pour ça que j'avais aimé, parce que même s'il y a un truc de romance, c'est de la YA, donc on peut pas faire sans, malheureusement. Il en reste que c'était vraiment le nœud, et puis le personnage masculin était vraiment très très chouette dedans. On va suivre donc, comment elle s'appelle, c'est Kestrel, c'est ça. Elle est la fille d'un général qui a conquis une terre. Faut dire que voilà, on a un empire qui a conquis un autre empire et donc qui a mis des personnes en esclavage. Voilà, c'est un colonialiste et tout. C'est super chaud, mais voilà, on est sur ce délire là. Donc elle a été un peu, elle est très aimée par son père et elle a deux choix. C'est soit elle s'enrôle dans l'armée pour devenir un peu l'héritière de son père, soit le mariage. Mais elle est pas prête à 17 ans de faire un choix, quoi. C'est un peu difficile. Et un jour, elle se promène sur un marché d'un pays qui a été colonisé. Elle vit dans une grande maison là-bas et elle va sur un coup de tête acheter un esclave. Tout le monde va en parler parce qu'il y a une petite malédiction, on va dire, c'est que on appelle ça la malédiction du vainqueur, c'est celui qui remporte une enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Elle n'a pas acheté le bon esclave parce que le jeune homme, vous allez l'apprendre, va bouleverser sa vie et le destin du monde. Elle se doute pas de l'identité de ce dernier, ce que ça va lui coûter. Je peux pas en dire plus, mais c'est au-delà de la romance qui est très bien faite parce que c'est un peu des... pas quasiment des enemies to lovers, mais un peu quand même dans le texte. Mais il n'y a pas de haine, parce que même si elle prend en esclave et tout, dans mes souvenirs, elle le traite toujours très bien, il n'y a rien de glauque en soi. Elle découvre qu'il a des talents qui peuvent lui être utiles, et surtout, Kestrel, c'est une grande joueuse hors pair, d'une sorte d'équivalent des échecs. Elle est assez manipulatrice, et elle essaye de tirer un peu son jeu de l'épingle et puis surtout d'éviter le mariage et puis la guerre si elle peut. Et malheureusement elle a 17 ans puis elle a pas anticipé tout ce qu'il fallait. Ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est au-delà de ça, il y a beaucoup de complots. Il y a des scènes, je me souviens dans le tome 2 où ils se retrouvent cachés dans une petite pièce et il y a une tension, il y avait une vraie tension dans le récit. C'est un texte qui va parler du colonialisme, de la dénonciation des envahisseurs et de la prise de conscience de ces derniers. C'est très triste comme histoire. C'est du j'aime, je ne t'aime plus, je te déteste, c'est violent, on n'est pas dans le même camp et tout.
C'est un peu l'amour impossible et ce qui tient le récit. Les personnages sont forts, tous les deux avec des gros caractères, et en même temps ils cassaient un peu les clichés, je trouve, de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ce Kestrel, c'est vrai qu'elle est un peu manipulatrice et c'est ça qui était intéressant dans le texte, et lui fait preuve de fragilité quand il veut. Le récit palpitant, là où ça a amené, on savait jamais tellement où ça allait amener, qui allait être trahi, qui allait nous trahir, et quel parti prendre même à un moment, parce que chacun a des décisions, hein, vous vous doutez bien avec le résumé, on n'est pas sur du Shakespeare, hein, donc on se doute bien de la complexité n'est pas si aboutie que ça, mais les tomes suivants développaient bien. Là, la première c'était vraiment une introduction un peu tournée sur la romance. Les deux derniers tomes, c'est plus sur le complot, la politique et la manipulation et l'affirmation, voilà, de l'indépendance de la femme aussi. Donc vraiment assez chouette. Moi je le recommande pas mal et j'avais adoré le personnage masculin, vraiment. C'était super chouette et j'aimais bien comment ils fonctionnaient tous les deux parce que c'était un vrai ennemi sous lover et pareil. Toutes ces séries-là, je vous les présente, c'est des vraies séries pour adolescents, c'est-à-dire que il n'y a pas de olé olé déplacé, c'est pas des guildes dissimulées ou des hakotards où il y a de la fesse tout le temps. Là, on est sur des récits qui sont ciblés pour les adolescents et qui parlent de choses qui parle aux adolescents, voilà, de l'amour, de la trahison, du deuil, de l'affirmation de soi, de la découverte de soi, bref, de toutes ces choses-là, de la responsabilité, de la politique, de la liberté, de combattre pour ses propres projets et pour ses propres convictions. Donc voilà, c'est des thèmes, c'est des livres qui m'avaient bien plu là-dessus. Ce qui me fait rire, c'est que souvent c'est les mêmes types d'histoires, je viens de me rendre compte en fait. C'est un peu le même truc de la nana qui va s'affirmer, à part on va dire pour Shade of Magic, pour le reste c'est un peu ça. Surtout pour la couleur du mensonge et The Curse, on est un peu sur des récits un peu semblables là-dessus. Et c'est vrai que The Curse, la dernière fois, j'aimerais bien m'y replonger, mais j'ai peur de mon point de vue adulte et de trouver du sexisme ou de trouver des choses qui me déplaisent un peu plus. Mais voilà, on va en garder un très beau souvenir, on va en rester là. Mais sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y avait d'autres livres chez Lumen que vous avez aimés, alors j'en ai d'autres, bien sûr, dans ma bibliothèque, mais s'il y avait d'autres séries à conseiller, notamment pour les gens qui sont, on va dire, appréciateurs de ce type de littérature, n'hésitez pas. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept aussi. Comme ça, je le referai sur d'autres maisons d'édition. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.